Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler de l'effet le plus intéressant et le plus dispensable du bassiste, le compresseur. Allez, c'est tout de suite. Alors, Antonin, le compresseur, quand je disais le plus dispensable, finalement, si j'ai bien compris dans l'histoire du bassiste, c'est un effet qu'on entend souvent parler pour les bassistes, mais c'est pas forcément celui qu'on va utiliser tout le temps. Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Ok, ça m'intéresse. En fait, toute la musique qu'on écoute depuis à peu près, je pense, quasiment 100 ans maintenant, est compressée. C'est un beau début. Voilà. Donc en fait, le compresseur est partout, dans toute la musique qu'on écoute, que ce soit de la musique qu'on écoute sur un support audio, notre téléphone, des CD, des vinyles, tout ça, et aussi de la musique en live. Ouais. Tout est compressé. Ça passe toujours, quasiment toujours. Pour le live, oui, même pour le live, mais en tout cas, la musique qu'on écoute en support audio passe toujours par plusieurs étapes de compression. Ouais, plusieurs étapes même. En fait, c'est pas juste tu compresses une fois pour le plaisir. Voilà, s'il y a vraiment plusieurs étapes de compression, ça va être à la prise, ça va être au mix et ça va être au mastering. Ok, et donc c'est pour ça que je te disais que c'est pas forcément l'effet que tu vas tout le temps utiliser en tant que bassiste, parce que finalement, il y a des gens qui s'occupent de ça pour toi. Oui, ensuite, ça dépend dans quel contexte tu joues. Moi, j'aime bien, quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai un peu pris cette habitude de toujours envoyer à l'ingé son un signal légèrement compressé. Légèrement compressé, ouais. Pour moi, avoir sur scène, que ce soit à l'ampli ou dans mon retour, cette sensation de compression et d'avoir un minimum de contrôle dessus. Ouais, carrément. Après, j'imagine que tu fais ça parce que souvent le compresseur, on l'a souvent dit dans les vidéos, c'est un confort de jeu. Il y a ce côté-là. C'est un confort de jeu, c'est intéressant de voir ton son un peu compressé plutôt que d'avoir un truc très sensible à chaque attaque. Ouais, tout à fait. Puis surtout, après, ça dépend des styles de musique. C'est vrai que ce qui est assez rare, mais quand il m'arrive de jouer du jazz ou des musiques, comment dire, avec beaucoup plus jazz. Pas de gros mots ici. En tout cas, des musiques avec une large plage de dynamique. Genre ça t'arriverait de jouer avec Swan, quoi. Enfin. Jamais. Jamais. Ah, bon, Swan, désolé. C'était une proposition, tu vois, pour que t'aies un peu décaché et tout, mais. Non, mais on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble, donc ça serait cool. Je serais curieux. Curieux, ah ouais. Curieux. Moi, je me suis dit qu'il allait raconter, genre, ouais, on pourrait faire un bon petit geek, non. Curieux. Ouais, curieux, ce Swan. Toujours avec plaisir. Et donc, oui, dans les musiques où il y a une très très large plage de dynamique, en général, je vais pas utiliser de compresseur, ou alors vraiment un compresseur très très léger, où je vais taper à 1 ou 2 dB de réduction. Après, moi, c'est vrai que je suis plus, dans un domaine où je fais de la pop, de la variété, où il y a, en tout cas à la basse, un côté beaucoup plus constant, où du coup il va falloir que la basse enveloppe un peu le son global du groupe, et pour ça c'est vrai que la compression est indispensable. Indispensable, ok. Ouais, parce qu'on l'a vu dans la vidéo Snarky Puppy, finalement, Michael League, il n'a pas de compresseur, pourtant, lui, mais il n'englobe pas. Ouais, après lui c'est dans les doigts aussi. C'est dans les doigts, Et dans le matos, le fait est que dans le choix du matos, la précision, les filets plats, il y a un son qui est quand même naturellement compressé. C'est naturellement compressé. Donc au final, et je pense, quand on écoute en tout cas le son de Snarky Puppy, que ce soit en live ou en studio, le son de basse est quand même pas mal compressé, donc c'est pas lui qui gère la compression. C'est fait après. Mais c'est un peu comme Vulfpeck par exemple. Vulfpeck, le son il est... Ou Joe Dart, c'est une basse, un jack, un ampli. Ok. Rien d'autre. Et une animosité avec la main droite. Et pourtant, le son de basse est compressé à mort. Ah oui, c'est pas lui. En fait, lui, il se dédouane de cette responsabilité-là. Exactement. Il joue comme un dieu et débrouillez-vous. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, qu'aujourd'hui vous recherchez un compresseur, on est en train de vous préparer un super épisode. Là, on va commencer par un petit tour d'horizon d'où vient le compresseur, comment ça marche, etc. Et ensuite, on va comparer plein de compresseurs. Et vous aurez même un test à l'aveugle de compresseur.
J'ai hâte. Préparez-vous. Alors Antonin, tu as fait tes petites recherches, tu m'as dit que tu sais d'où vient le premier compresseur. Ouais, grosso modo, en fait, on a commencé à compresser le son quand il a commencé à avoir de la radio. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est dans les années 30, si je dis pas de bêtises, où pour que les speakers, que les gens qui écoutent du coup la radio puissent avoir un volume constant. Ouais. Des speakers qui parfois pouvaient parler doucement, pouvaient parler fort et tout. Ouais, puis surtout, tu sais, ça rentrait dans des modulations analogiques pour partir dans les antennes. Si tu compressais pas, tu dois avoir des pertes de signaux, tu devais rentrer dans le bruit. Et pour pas saturer aussi. Et pour pas saturer, ouais. Donc c'est là qu'on a commencé à compresser. Finalement, c'était plus un rôle de limiteur dans le côté saturation, parce qu'ils avaient cette contrainte technique, je pense, et compresseur pour pas rentrer dans le bruit, quoi. Exactement. Ouais, je vois l'idée. Ok, donc ils avaient déjà inventé ça il y a une centaine d'années. Quasi, ouais, du coup, ouais. Et après, il y a eu plusieurs étapes. C'est que aussi, ça arrivait sur les premiers enregistrements en studio que la compression soit manuelle, c'est-à-dire que l'ingé son suive la dynamique. Ah, je le vois bien, le gars qui tourne le potard ou le slide. Et il y a même en tout cas pour le classique, les enregistrements classiques, des ingé sons qui suivaient la partition avec les indications d'intensité et qui suivait la dynamique de la musique au fader. Tu vois, je leur disais sur les delays, la modulation, c'est comme si tu avais un petit Gus qui tourne le potard de time à ta place. Et ben ils l'ont fait. Et ils l'ont fait il y a 100 ans. Oh, les barjots, quoi, ça devait être dingue à faire. Ouais. Et donc, bon, à un moment, ils se sont dit, on va peut-être utiliser la technologie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu. Donc, après, s'en est suivi plein de types de compresseurs différents. Ça doit être des gros racks à lampe et ça. tout. Donc, pour les plus connus, il y a le LA2A. De chez Telectronics, qui est un compresseur qui a été. Alors, je crois que le LA1A est un des tout premiers compresseurs qui a été créé. Et le LA2A, du coup, son évolution, c'est encore aujourd'hui un des compresseurs les plus utilisés. D'accord. Et autant pour ses qualités de compresseur que pour sa capacité à distordre quand on pousse le gain. Et notamment, les voix distordues de Jack White, de White Stripes, sont faites sur un LA2A. Sur un LA2A. En plus, là, les voix, elles sont vraiment starbées chez Jack White. Donc, ça, c'est bien. Sa distorsion vient de là, sa distorsion vocale. Encore une fois, on va dans le vintage. Voilà. Puis après, il y a eu différentes technologies, donc tu vas peut-être pouvoir nous parler un petit peu. Ça, on va en parler, mais il y a eu aussi l'invention de la première pédale de compresseur. Finalement, c'était la MXR Dynacomp, c'est ça ? La Dynacomp et juste après la Ross. C'est les deux marques qui se tiraient la bourre à l'époque, Ross, je connais dans les années 70. Puis bon, quand monsieur David Gilmour a décidé en 77 d'utiliser ces pédales-là, ça a fait un peu pousser le truc. Putain, il y en a eu plein qui ont dû utiliser ça. Mais t'imagines quand même, ça a pris du temps. Et ils ont préféré développer des fuzz pour les guitaristes plutôt que des compresseurs. Je pense que... Et pour les bassistes, je sais pas. À l'époque, en tout cas, peut-être qu'on ressentait pas ce besoin-là de compresser le son. Parce que c'était fait à l'enregistrement. Même si c'est encore aujourd'hui fait à l'enregistrement, mais peut-être que aussi avec l'arrivée des styles comme la funk, où on a besoin, par exemple, pour les cocottes de guitare, d'avoir ce son hyper compressé. Puis la soul aussi, tout ça. Là, c'est à ce moment-là, je pense, où les instrumentistes ont eu besoin d'avoir cette sensation de compression à l'ampli, sur scène quand ils jouaient. Puis ils ont dû le découvrir dans un studio, dire mais c'est ça qu'il me faut. Je vois l'idée, alors si tu veux parler des technos, avant de parler des différents types de techno, je pense qu'en termes de fonctionnement du compresseur. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif, comme on disait, c'était qu'en cas de grosse attaque bien péchue, de baisser le son, et en cas de petite attaque toute mignonnette, d'aller le remonter. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, voilà. Après, il y a l'histoire de tenir la note, etc. Ça, on va y venir. Mais déjà, pour cette histoire d'attaque, en fait, il faut, première partie, dans un compresseur, un détecteur. Quelque chose qui va tout simplement lire l'attaque. Ça paraît cohérent. Et donc ça, les détecteurs, on en avait parlé tout à l'heure, tu avais au début avec des tubes, parce qu'il y avait ça qui existait. En soi, le détecteur, pour moi, c'est la partie la plus remplaçable par le numérique. Oui, ok. Parce que son rôle, ça va être juste de dire, tiens, j'ai reçu un niveau trop fort.
Et du coup, ça peut être fait avec des tubes, ça peut être fait avec des diodes, ça peut être fait avec de l'optique, ça peut être fait avec du FET, avec tout ce que tu veux en fait. Et donc c'est pour ça qu'on entend souvent différentes technologies. Ouais. Là où par contre c'est important pour le son, ça va être la manière dont le niveau va changer. Parce que du coup on a détecté qu'on a tapé trop fort et on veut baisser le niveau. Et ça, c'est un amplificateur. Et donc souvent c'est des VCA, donc des Voltage Controlled Amplifiers. Et ça, tout simplement, dès qu'il y a la notification de niveau trop fort, on va baisser le son et ça va se faire tout seul. Donc pour ça, je vais privilégier les compresseurs analogiques parce que finalement, tu veux garder ton son, mais en même temps, tu peux avoir envie d'avoir une belle saturation. Et c'est pour ça que les compresseurs à tube comme le LA2A doivent apporter leur couleur. Ouais. On a vu vraiment les choses basiques du compresseur. On rentre avec un gros niveau, on veut que ça baisse. On rentre avec un petit niveau, il faut que ça monte. Et sur la vidéo Neosol, c'est vrai que j'avais dit une petite bêtise. Les histoires de threshold, attack, release, il faudrait peut-être en reparler. Toi qui as l'habitude d'utiliser un compresseur, explique-nous tout ça. Et on a pour l'occasion un M-Press compresseur MK2 qui est très complet, très visuel, donc c'est l'occasion. Ouais, c'est ça. En fait, en général, les compresseurs en pédale vont réduire un peu le nombre de réglages. Et là, pour le coup, on a un exemple où il y a à peu près tout ce dont on a besoin sur un compresseur. C'est ça. Donc, il y a différents réglages assez importants à connaître. Donc, tout d'abord, c'est le threshold. Donc, le threshold, c'est le seuil en français. Donc c'est le seuil à partir duquel on va compresser le signal. Donc c'est-à-dire on va régler le threshold pour dire si on passe ce seuil, du coup le signal va être compressé. Donc ça c'est notre fameux détecteur finalement. C'est notre détecteur. Je traduis ça de manière. Pour faire le lien. Donc le threshold c'est ton lien avec j'ai trop de niveau. Voilà, exactement. Ensuite il y a le ratio. Donc le ratio c'est à quel point ce signal va être compressé. Donc là, tu as le threshold qui a pris une tarte dans sa gueule, et ton niveau il est trop fort, et le ratio, par exemple, là il y a marqué 10-1. Voilà, donc par exemple, là on a 3 réglages de ratio sur celui-là, on a 2-1, 4-1, 10-1. Donc, si par exemple, j'ai 4 dB qui rentrent au-dessus du seuil, si je suis réglé en 2-1, je vais avoir 2 dB en sortie. D'accord, tu divises par 2. Si je suis réglé en 4.1, je vais avoir 1 dB en plus. 1 dB de sortie. Donc quand tu dis 4 dB, c'est que par rapport à ton signal voulu, tu es 4 dB au-dessus. Voilà, si je dépasse le seuil de 4 dB et que je suis en ratio de 2 le seuil. Voilà, si je dépasse le seuil de 4 dB et que je suis en ratio de 2 pour 1, je vais avoir 2 dB qui sortent. Si je suis en ratio de 4 pour 1, je vais avoir 1 dB qui sort. Et quand tu dis 1 dB qui sort, c'est 1 dB en plus par rapport au threshold. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, donc du coup, tu avais 4 dB de trop par rapport à ton threshold. Au lieu de les laisser passer, on n'en laisse passer qu'un. Voilà, si t'es en 4-1. Exactement. C'est exactement ça. D'accord. Donc, moi, je croyais que tu divisais par 4 tout le signal. Non, en fait, c'est juste tu enlèves pour dépasser que de 1 dB. Il me semble que c'est ça. D'accord. Non, mais je m'y connais pas, moi, en réglage de compresseur. C'est de la division, c'est ça. C'est de la division du tout ou de ce qui reste? Non, de ce qui dépasse. De ce qui dépasse. C'est ça qui est intéressant. Ok. Très bien. Merci de clarifier ça, c'est important. Et ensuite, tu as le fameux attaque et release. Voilà, donc l'attaque, ça va être le temps que va mettre le compresseur à se déclencher. Donc plus l'attaque va être baissée, plus le compresseur va se déclencher vite. Et du coup, il va se déclencher dès l'attaque de la note. Donc dès la détection du threshold. Donc on va voir après qu'en fonction de l'instrument qu'on utilise, c'est très important de pouvoir régler ce paramètre. Et plus on l'augmente, plus le compresseur va laisser passer l'attaque et va agir sur la résonance de la note. D'accord, j'ai compris. Et le release, c'est c'est le moment, le temps que va mettre le compresseur à se régénérer. Donc, qui est en général le potard de sustain sur pas mal de compresseurs pour guitare. Donc plus le release est long, donc plus le compresseur va agir longtemps sur la résonance de la note, et plus le release est court, et plus dès que en fait le seuil du coup redescend. Dès qu'on est en dessous du seuil, il se régénère.
Ok. Donc d'où le potard de sustain, c'est qu'avec un release très long, le compresseur va agir pendant très longtemps sur la note avant de se déclencher, même si du coup le niveau d'entrée redevient en dessous du C, le compresseur va continuer à agir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a inventé les fameux compresseurs sustainer. J'imagine. Je pense. C'est que les gens, ils ont un petit peu abusé de ce réglage-là pour te faire un truc qui donne la note. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que les gens appellent le sustain. Tu sais, c'est souvent la question sur le son Santana à la guitare. Oui. C'est comment je fais pour avoir ma note infinie. Ben, tu mets du gain. Voilà. Tu mets du gain et tu auras du bruit et arrête de chouiner. Et on a donc là on a 3 réglages supplémentaires, donc un réglage de mix. Qui peut être utile. En tout cas, moi je trouve ça super utile. À la basse, en tout cas, moi j'ai plusieurs manières d'utiliser le compresseur. Ça peut être soit un compresseur, comme je t'ai dit, assez léger, avec un temps d'attaque assez long, pas beaucoup, un ratio assez faible pour avoir vraiment une réduction de gain vraiment minime. Ouais, c'est assez léger quoi. Assez naturel. Du coup, t'as pas besoin de jouer avec le mix quand t'as ça. Non, là en général je le mets à fond, mais par contre parfois j'aime bien avoir un son très compressé, très dense, et de pouvoir gérer avec le son naturel de la basse pour garder du vivant. D'accord, donc là par contre il faut du mix. Voilà, là il faut du mix. On a un potard de tone, donc en général les compresseurs apportent une couleur. Donc après ça dépend. Ça on en parlait, si c'est un compresseur analogique, là tu parles de l'amplificateur, c'est sûr que lui faire jouer avec des niveaux, c'est forcément quelque chose qui va t'apporter de la saturation. Parce que la saturation c'est du delta de tension, et donc si tu fais jouer ton compresseur en termes de volume, tu es obligé de lui donner des harmoniques, et d'où la tone qui est importante. Et pour finir, alors sur celui-ci, c'est la première fois que je vois ça sur une pédale, c'est le sidechain HPF qui, pour ne pas rentrer dans les détails et faire simple, ça permet de filtrer certaines fréquences qui ne vont pas passer dans le compresseur. Ok, j'ai compris. Donc c'est un passe haut et ça va t'enlever les basses qui peuvent déranger, quoi. Exactement. Donc ça peut être très pratique. C'est logique pour un guitariste. Voilà, en tout cas, c'est des techniques qui sont assez utilisées en mixage, où notamment on peut aussi jouer avec du compresseur multibande, ou alors en gérant certaines fréquences qui ne vont pas passer dans le compresseur pour compresser différemment. D'accord. Voilà. Ça me paraît cohérent, parce que les basses, c'est un signal qui a beaucoup de puissance, et donc de pouvoir les couper, je trouve ça vraiment génial. Ok, puis bon, tu as un petit vumètre avec la réduction de gain, voilà, on peut voir à quel point le signal rentre, à quel point le signal du coup est réduit. Donc ça peut être intéressant de voir un peu viens, on va visuellement. On va l'essayer. Efficace. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a eu quand même une grosse réduction de gain quand j'attaque très fort. Ouais. Je peux être témoin là, je suis dans la pièce. Je sais pas si vous en vidéo vous allez voir ça en détail, mais c'est vrai que quand il a attaqué fort, donc en fait et du coup on a un peu cet effet. Là le compresseur était réglé sur un ratio de 4:1, ce qui commence à être déjà pas mal. Du coup on a un peu sur les grosses attaques cet effet d'écrasement. Ok. Donc si on le règle avec un ratio de 2:1, je pense qu'on va avoir moins On a entendu la différence de niveau, même quand t'attaquais, Voilà, tu vois. Ouais, c'est le but. Donc là, on a un côté un peu plus naturel. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut, faire. Ok. Et viens, on essaie cette histoire de release, là, de laisser la note. Pour voir si je mets le release à 0. Fais voir comment ça marche. Ok. Je mets le release à fond. Ok. Si tu diminues l'attaque maintenant en laissant le release à fond, là,
voit tout simplement sur la réduction de gain. Tu vois que la note... Alors que là... Ok. Et à l'inverse avec l'attaque, ça se passe direct. Ouais. Et là, ça prend beaucoup plus son temps. Ok. Génial. Donc c'est cool d'avoir cet aspect visuel. Ah bah, pour vraiment c'est énorme. Voir comment fonctionne, comment réagit le compresseur. Excellent. Bon voilà, ça c'était pour... On vous avait promis un petit épisode où on parle vraiment du compresseur à fond, on vous explique comment ça marche. S'il y a des questions, allez embêter Antonin en commentaire. En fait, en vrai, vous ne l'embêterez pas, il va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Hein. Oui, évidemment. Mais ouais, le M-Press qu'on a utilisé dans pas mal de vidéos, moi j'aime beaucoup cette pédale. J'aimerais en voir plus. Ouais, là comme ça, il fonctionne très bien. Il fait ce qu'on lui demande de faire. J'ai pas l'impression qu'il apporte une couleur particulière. Voilà, en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est que il est très fonctionnel. On ne sait pas si au niveau sonore, toi, tu l'as pas ressenti. Voilà, ça t'a pas apporté un truc. Non, j'entends que le son est compressé, mais c'est vrai que parfois, en fonction des situations, des goûts aussi de chacun, on peut aimer la couleur qu'apporte un compresseur. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y en a peu ou pas. Et du coup, comme tu fais le malin, on a un pedalboard avec 6 compresseurs juste à côté. Et il va devoir les tester, puis voir à l'aveugle si c'était la vérité. Préparez-vous, on revient. Donc là, on va présenter un peu quelques pédales de compression. Pédales, ouais. On a sélectionné 6 sur les je ne sais combien qu'on avait à disposition. 100. Pour avoir, voilà. Et du coup, on a pris quand même des choses bien différentes. Voilà, pour avoir un panel de ce qui se fait au niveau de la pédale de compression aujourd'hui sur le marché. Voilà, donc de la plus simple à la plus compliquée, à la plus technologique, on va dire. Voilà, on a un peu légendaire. Un légendaire, efficace, avec du grain. Voilà. Il y a plein de choses. On a tout ça, on n'a pas de rack, on est sur des pédales. Et donc on va les tester une à une pour que tu te fasses l'oreille. Parce que mon porc, encore une fois, je le rappelle, tu vas devoir faire ce petit comparatif à l'aveugle. C'est mon bizutage d'arriver chez Palp, c'est ça? Je sais pas, c'est le jeu en fait. Quand on fait un comparatif, on le fait à l'aveugle. Les compressions, ça va être chaud, C'est un peu bâtard quand même. C'est un peu bâtard. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais bon, c'est le jeu, tu vois, on a toujours les yeux bandés. Bon, on va garder les histoires de nos week-ends tranquillement, au chaud. Donc voilà, on commence par le Carl Martin. Compresseur limiteur, Danish High-End compresseur. Voilà. Donc ça, le potard de combe que tu as regardé, c'est un ratio, c'est ça? C'est un ratio. Donc il y a, a priori, d'après ce qu'on a pu lire sur la notice, c'est que le threshold est fixe. Ouais. Et on va tout simplement régler le ratio avec ce potard. Alors du coup, pourquoi compresseur et limiteur? C'est que quand on a le ratio à l'infini, le compresseur réagit comme un limiteur. Ah, trop bien. Donc c'est quand même bien foutu, quoi. Voilà. Je pourrais m'en servir de limiteur pour les prises guitare qui partent en cacahuète. Voilà. Alors après, tu vas voir, ça écrase beaucoup. Viens, on essaye. Il me semble. Allez, on essaye. On essaie direct en limiteur pour voir la différence. Je te l'active. Ok, il est super efficace. Hein. Ouais, alors un peu trop. Ouais, c'est pour moi. Si on cherche ce type de son hyper écrasé, hyper compressé, ce qui peut être très très intéressant dans certains domaines, c'est cool. Par contre, voilà, si on cherche quelque chose de subtil. Voilà, t'es pas dans la subtilité, hein, là tu limites et tu compresses. Franchement, après, j'ai trouvé ça super efficace. De ouf. Ouais, je trouve ça super efficace. Le limiteur, je sais pas trop dans quel cas t'en servir en fait.
Là, c'est tellement... tellement violent, je sais pas quand s'en servir. Peut-être sur des trucs un peu funky, fais voir... Ouais. Ça peut. Oui, monsieur. Ça écrase encore un peu trop à mon goût, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas très adapté à la base. Je pense que sur des cocottes funky à la guitare, ça doit être génial. Bah, c'est ce qu'a fait Swan. Hein. Je crois que c'était en reggae, la vidéo reggae qu'on l'avait utilisé. Donc là-dessus, je pense que ça doit vraiment le faire. Ouais. Là, en tout cas, je pense que c'est pas le plus adapté à la base pour l'instant qu'il y a sur ce pedalboard. Ok. Voilà. Bon, passons. Ok. Lazy Comp, donc de chez Anna Sounds. Voilà. Quand on a développé cette pédale, l'idée, c'était qu'un guitariste ne sait pas comment utiliser un compresseur. Comme la plupart, comme tous les guitaristes. Ouais, voilà. Bon, c'était la phase où le bassiste prend le dessus dans l'histoire, mais bon, oui, ok, il y a un effet qu'on ne maîtrise pas. Bon, nous, au moins, on est des musiciens, quoi. Mais bon. Voilà. Non, mais voilà, le Lazy Comp. C'est juste un potard de mix. Ok. Juste un potard de mix, c'est pré-réglé à l'intérieur. Okay. Alors je ne suis pas du tout un expert de compresseur pour te dire, quand j'ai développé la pédale, j'avais testé plein de prototypes et je ne savais même pas comment les régler. Ok. et du coup, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais les guitaristes, on est vraiment des billes en compression. Déjà, ça ne nous sert pas dans tous les cas. C'est assez rare, ça dépend des styles. Typiquement, on en parlait, le reggae, la funk, le neo-soul, ça. C'est là où on en a besoin et c'est des styles un peu plus complexes. Mais je me suis dit, pour le guitariste qu'on a l'habitude de fréquenter, qui fait du blues, du rock, même du métal, avoir un compresseur où tu te prends pas la tête, juste tu tournes ton mix et ça marche, je trouvais ça utile. Et que t'as pas un effet de pompe quand tu lâches ton accord. Ouais. Et donc dedans, tu as juste un réglage de sustain, là, donc c'est le fameux release dont on parlait, et de volume. Et c'est tout pré-réglé, et par rapport à tous les compresseurs que j'ai pu prototyper, c'est celui qui sonnait le mieux pour moi, mais c'est un compresseur optique. Bon, tu vas voir. Allez. Très bien, ça marche très bien. Honnêtement, qu'est-ce que t'en dis? Parce que tu vois, c'est un effet pour guitariste à la base, hein, mais à la base, est-ce que tu penses qu'on peut l'utiliser? Je trouve que par rapport au Karl Martin, il pompe moins. On a cet effet de compression, mais on va pas aller bouffer l'attaque. Non, il est très léger. Alors dedans, c'est réglé léger aussi. Voilà. En fait, c'est tout le problème en fait avec les compresseurs qui n'ont pas beaucoup de réglage. De pourquoi il y en a certains qui vont marcher à la basse et enfin surtout pourquoi certains vont marcher à la guitare et pas à la basse. C'est que comme la basse est un instrument plus grave a priori. Le spectre est beaucoup plus bas, donc tu as beaucoup plus d'énergie. Et surtout, en fait, du coup, les longueurs d'onde sont plus grandes. Donc, l'attaque va prendre plus de temps. Plus de temps. Ouais, c'est vrai. De fait que les ondes vont être plus espacées. Et du coup, on va avoir besoin d'un temps d'attaque plus long pour conserver toutes les transitoires au niveau du son. Et souvent, les compresseurs pour guitare sont réglés avec une attaque très courte. Et c'est pour ça qu'on a cet effet de pompe qui va bouffer l'attaque de... L'attaque dedans, je l'ai réglé avec des capas, pour te dire. C'est vraiment en solide avec le composant. Tu changes une capa, tu changes l'attaque. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc là, je pense que le temps d'attaque est suffisamment long, tu vois, pour bien laisser passer le son de la basse. Et c'est pour ça qu'on a cette belle compression qui vient pas bouffer le son. Bah super, je suis content que ça puisse fonctionner, parce que tu vois, on me demande si ça marche sur basse, je l'ai déjà fait ici à quelques bassistes qui m'ont dit qu'ils sont très contents, mais on l'a développé pour les guitaristes, quoi. C'est rudimentaire, ça fonctionne. Tu vois, concrètement, un peu comme le Karl Martin, je pense que c'est un compresseur que j'utiliserais plus comme un effet
particulier qu'un truc que je vais laisser activer tout le temps. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que tu as tes bons petits réglages qui vont bien. Voilà, c'est ça. Mais si j'ai besoin d'un son bien compressé, c'est intéressant d'avoir les deux, justement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si on peut en parler dans la vidéo, je sais pas si tu as déjà essayé de stacker les compresseurs. Alors moi, sur scène, je le fais pas, mais quand tu mixes, je le fais. Ouais, parce que ça, je l'ai fait sur plusieurs vidéos. Je trouve ça génial, d'additionner les compresseurs. Ouais, c'est en général, après ça dépend encore une fois du style et tout, mais quand j'ai une basse qui est assez dynamique au niveau du jeu et que je veux garder cette dynamique tout en incluant bien le son de basse dans le mix du morceau. Donc c'est-à-dire, c'est tout ce truc qui est un peu compliqué de vouloir garder les dynamiques tout en les effaçant. Garder cette sensation de dynamique. D'où le potard de mix. Voilà. Et compression dynamique. Voilà, c'est ça. Mais ça, le potard de mix, du coup, c'est que tu gardes le son naturel. Alors que quand je vais stacker les compresseurs, je vais stacker en mettant toujours un compresseur léger au début. Ouais. Donc avec un ratio assez faible, un temps d'attaque assez long. On va pas beaucoup entendre la compression et rajouter au fur et à mesure des compresseurs de plus en plus puissants. D'accord. Ce qui fait que du coup, on va garder cette impression que le jeu est dynamique, mais tout en ayant un son bien compressé. Ouais. Maintenant, on passe à une nouvelle marque. Ouais. Toute nouvelle marque française qui s'appelle Signal Chain. Le mec s'appelle Chain, c'est pour ça. Okay. Et du coup, le jeu de mots avec Signal Chain, voilà, bon, vous avez compris. Mec adorable qui vient à peine de démarrer et voilà, bon, il a fait des pédales avec un style un peu rudimentaire, mais je trouve qu'au niveau réglage et tout, il y a de quoi faire. Il s'est un peu creusé la tête. Et voilà, il me semble que c'est une base JFET et il y a plein de réglages. Donc là, je pense que tu peux t'amuser. Ok, alors au niveau des réglages, on a... On aurait peut-être dû checker la notice de ça. Pré-gain, volume, comp, tone, attaque, blend, plein de choses. Ouais. Après, tu l'avais déjà réglé comme ça te plaisait, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le pré-gain, c'est l'input. C'est ce qui va rentrer dans le compresseur. C'est l'input, à mon avis. Ça va être le ratio, je pense. Ratio. Et ensuite, on a un blend, un attaque et une tone. Ouais, voilà. Et le volume, du coup, c'est... c'est le output. Voilà, c'est ça. C'est pour régler la différence de volume entre le signal compressé, du coup, le signal naturel. Parce que la compression peut bouffer du surtout qu'il y a un dry wet, donc c'est important. Voilà. Viens, on écoute ça directement. Ouais, carrément. On va s'amuser avec. Il est franchement efficace. Hein. C'est très 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 efficace. Et t'as vu, il a de la couleur. Ouais, ce que j'allais dire, il rajoute quand même une saturation qui est pas inintéressante. Le pré-gain permet de faire ça, je pense, avec la tonne. Ouais, la tonne aussi, c'est intéressant la tonne là-dessus. Écoute, très 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 bonne surprise. Il est très complet au niveau des réglages. Ouais. C'est celui qui a le plus de potards, à part le Douglas. Il a gagné le point sur les potards. Et il a une très très belle couleur. Donc après, je vois qu'on peut l'alimenter en 9 ou en 18 volts. Est-ce que tu penses qu'il va réagir différemment ? Oui, bien sûr, il va avoir plus de headroom. Donc en fait, c'est au niveau de la saturation que ça va être différent. Okay. Si tu mets 18 volts, il va moins saturer. Okay. Donc tu auras plus de dynamique. Ça peut être intéressant. Après, la dynamique de ta basse en passive, direct dedans, bon, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant pour l'instant. Okay. Mais c'est bien de l'avoir fait parce que si tu stacks des effets peut-être avant, ce qui n'est pas conseillé en général sur un compresseur, mais si tu stacks peut-être plusieurs niveaux de compression, tu peux ne pas saturer. Le compresseur, je le mets toujours après, en tout cas après l'octaveur et après l'enveloppe filter. Donc si par exemple dans ton octaveur, tu as un truc un peu foufou, ou enveloppe filter, un truc un peu bizarre qui te fait monter le niveau et saturer, ça peut être bien de mettre le 18 volts. Ok.
Ok, bon après tu referas ton réglage préféré pour essayer de le reconnaître à l'aveugle. Mais je t'ai tout trituré. Voilà, on retrouvera. Bon, on passe au boss CS3. Ouais, c'est un peu une figure de proue, on va dire. Ouais, c'est connu. C'est l'évolution du légendaire CS2. Le CS2, ouais, qui est vraiment connu. On avait son clone dans la vidéo David Gilmour avec Chloé. Ouais. Avec Rock Chloé, on avait tâté le LH Effect, je sais plus le nom du modèle, mais il y avait un compresseur chez eux qui était monstrueux. Okay. Et ouais, le CS2, c'est un gros morceau. Donc là, tu l'as réglé comment ? Là, je l'ai pas très bien réglé, je crois. J'ai fait des expérimentations. En fait, alors, avec ce compresseur, on a un... Comment dire ? D'après ce que j'ai compris, si on a un threshold et un ratio qui sont fixes. D'accord. Et qui sont le ratio est assez élevé, c'est-à-dire que la compression est assez importante. Et on va du coup régler on va pouvoir régler le volume, la tone, l'attaque et le release, ici appelé sustain. Ok, bah viens on écoute ça directement et on va jouer avec. Excellent. Ça compresse beaucoup. Ça compresse et ça colore énormément. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Personnellement. Ah bah si tu recherches un truc comme ça, ça sonnait un peu Wolfpack. Ouais, justement. Ouais. Il y a ce petit côté aussi, je pense qu'on peut retrouver un peu les sons de compression de Tony Levin avec Peter Gabriel sur Sledgehammer. Ouais. Voilà, ils sont très très compressés, mais avec un grain vraiment intéressant. Finalement, ta basse sonne pas du tout pareil, ça t'enlève certaines fréquences. Je pense que ça doit couper pas mal de bas. Hein. Ça avait l'air un peu, je pense, avec le tone, on peut peut-être essayer de gérer, voir comment on peut récupérer ça. Ah, c'est pas inintéressant. Moi, je trouve bien réglé comme ça. Encore une fois, on est sur un compresseur que j'utiliserais comme un effet particulier et pas un truc que je laisserais allumer tout le temps et qui apporte un grain très très cool. Grave. Ok, on passe au Dark Glass qu'on a déjà montré dans la vidéo Les Indispensables. Tout à fait. Donc là, pas de surprise, compresseur avec plein de fonctions. Ouais. Ça doit être numérique si tu peux simuler en fait, c'est tout ça là. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé le EBS Multicomp. C'était une de mes toutes premières pédales. Okay. Et je l'ai utilisé pendant très longtemps, jusqu'à ce que Dark Glass m'offre très généreusement le Hyperluminol et qui, j'avoue, pète un peu le game au niveau des compresseurs pour basse. Ok. Alors, c'est un petit condensé de technologie. Oui, bah ça se voit. T'as un truc tactile et tout sur une pédale. On peut le brancher en USB. Donc, en fait, là, au niveau des réglages qu'on a, on a du coup un blend, donc un potard de mix, donc l'output pour régler machin, tout ça. Compression, voilà, pour la quantité de compression qu'on va mettre dans le son. Ça, c'est quoi? Je vois pas. C'est ton truc custom, là. Donc ça, c'est le time. En fait, le time, du coup, ça va être l'attaque et le release. Et c'est ça, en fait, où, avec le logiciel, on va pouvoir dire sur quoi agit ce potard. Ouais, voilà. Donc, pour ceux qui sont prêts à aller sur un logiciel, ça doit être de la bombe. Voilà. Mais donc, sinon, bon, je comprends qu'il y en a que ça rebute. Voilà. Après, ça donne énormément de possibilités. Moi, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai réglé il y a longtemps, du coup, mon potard de time agit sur le temps d'attaque. Ok. Donc, c'est-à-dire que plus j'augmente mon time, plus mon temps d'attaque augmente. Et je crois que j'ai un release qui est fixe, ou alors peut-être un release qui diminue quand on monte le time.
D'accord. Voilà. Bon, ça c'est ça. Ça m'a tué. Les compresseurs. Là, le comparatif de compresseurs, c'est d'une violence intellectuelle. Ouais. Je pense que là, ils sont tous en train de partir. Mais non, c'est super intéressant. Alors, le son est super intéressant. Le truc est... Mais... Waouh, réglages, ça devient très intellectuel le compresseur. Et surtout aussi avec le compresseur, c'est peut-être un truc que vous aurez moins en regardant la vidéo que nous on a dans la pièce, mais il y a une histoire de sensation. Ah ouais, clairement. Avec le compresseur. Clairement, ouais. Vraiment de l'air qui bouge différemment dans la pièce. Et pour finir sur les réglages, donc on règle le ratio avec ce premier truc tactile. Donc je sais plus à quoi ça correspond, ça doit être 2, 4, 8 et 10. Ok. 2, 4, 8, 12 ou alors... dans cet ordre-là. Ouais, et donc tu l'as mis à quoi là? Là il est à 2. À 2. Et on a ensuite différentes simulations de compresseurs célèbres. Ok, donc on a le bus qui simule les compresseurs de bus SSL. D'accord. Qu'il y a sur les consoles SSL. Donc ils sont des compresseurs assez transparents. Oui. C'est logique, mais extrêmement efficaces. Et qu'en général, on l'utilise justement sur des bus de batterie ou sur des mix pour avoir un effet un peu qui vont rendre un ensemble cohérent au niveau du batterie. Tu vois, un effet glue. On appelle ça comme ça. Le SIM, c'est une simulation de leur propre compresseur, le Symétrie, je crois qu'il s'appelait. D'accord. C'était leur premier compresseur qu'ils ont arrêté dû bien marcher et ils l'ont mis dedans. Qu'ils ont arrêté de fabriquer pour faire celui-ci. D'accord. Et le fait, du coup, c'est une simulation de 1176. Donc voilà, compresseur très célèbre, réputé pour avoir beaucoup de polyvalence au niveau du temps d'attaque et du release, avec la possibilité d'avoir un temps d'attaque très court et qui a la particularité de rajouter du grain, d'avoir des aigus assez scintillants. D'accord. Et petite chose assez marrante qu'ils ont fait chez Darkglass, c'est que sur le réglage FET, donc sur ce compresseur, on pourra peut-être mettre une photo du truc ou quoi en plus, on réglait le ratio avec des boutons poussoirs. Donc on a le choix entre 4, 8, 12 et 20 si ma mémoire est bonne. Et on pouvait appuyer sur les 4 en même temps. Ah, pour les multiplier, additionner ou multiplier les ratios. Et là, du coup, on peut voir que si j'appuie, et là... Et t'as les 4. Et là, j'ai les 4. Donc ça va être ultra compressé. Moi, je veux entendre ça. Ah oui, là, ça écrase. Je pense que si on regarde la forme d'onde, t'es comme ça, t'es une autoroute. Mais c'est une autoroute de compression. Mais bon, du coup, il a cette polyvalence-là de pouvoir autant être utilisé comme un effet, comme on a pu le voir avec les compresseurs précédents. Et tu te mets sur le bus et t'as un truc qui marche tout le temps, quoi. Bah bien, on va essayer ça. Allez, donc ratio, je le mets un peu plus léger. Vas-y, t'inquiète, je te règle. Je sais même plus quoi jouer, moi. Ouais, c'est très efficace. J'avoue qu'il met la claque quand même. Ouais, en termes de polyvalence, c'est assez monstrueux. C'est monstrueux. Ouais. Mais en termes de couleur, tu vois, je reste quand même persuadé que les deux là qu'on a testés pour l'instant, donc la Boss et la Signation, ont apporté une couleur qui est vraiment très marquée, que tu retrouves pas forcément même dans le mode FET. Ouais, tout à fait. Ça apporte une couleur, mais c'est moins... T'as pas de polyvalence, ça t'as intérêt à l'aimer. Ouais, c'est ça. Ça devient un effet. Tout à fait. C'est plus un compresseur. Ok. Et pour finir... Le Kili. Voilà. Que tu n'as jamais essayé du coup ?
Bah, j'ai piqué ça à un pote guitariste. Merci Maxime, au passage. Merci Maxime. Je te connais pas, mais merci Maxime. Pour le CS3 aussi d'ailleurs. Ah, bah merci Maxime. Et le Kili, bah, je crois que je l'avais jamais branché, donc... Eh ben voilà, c'est le moment. Eh ben viens, on essaie ça, allez. Il est réglé à l'arrache, on s'en fout. J'ai déjà un avis très tranché. Il y a du grain. Pour moi, c'est un CS3 en mieux. Ok. Ouais, on pourra peut-être comparer les deux, mais oui, complètement. Regarde. C'est vrai que les grains sont assez similaires. Ouais. Je t'ai fait le même réglage là. Ouais, tout à fait. Les grains sont très similaires. Pour moi, c'est une copie de CS3 améliorée quoi. Et du coup, D'ailleurs, pourquoi Maxime t'as acheté ça si t'avais déjà une CS3 Je comprends pas. Donc, je te propose de faire un réglage sur chaque pédale. Ouais. Que tu gardes bien en tête. De nous donner avant le comparatif à l'aveugle ton ordre de préférence. Ok. Et ensuite, on verra ça après. Ok. Mon ordre de préférence. Bon, le Darkglass parce que c'est celui que j'utilise. Ok, numéro 1, Darkglass. Voilà. En deuxième, écoute, je vais pas mettre le Signal Chain parce que pour moi ils sont un peu complémentaires. Okay. Enfin, ils sont pas complémentaires, au contraire ils sont similaires. Ok. Donc je vais pas mettre celui-là. En deuxième, je dirais, écoute, j'ai eu un bon. J'hésite entre le Kili du coup et le Boss. Ouais. Moi je suis tranché là-dessus. Ouais, écoute, je crois qu'à la sensation, j'ai préféré le Boss. Ah, moi je préfère le Kili. Ouais. Ok, donc deuxième le Kili. Le Boss. Le Boss, pardon. C'est mon top. C'est ton top, excuse-moi. Oh. Donc ça se voit que je suis en pleine forme là sur cette vidéo, non mais. Après, je mettrais le Lazy Comp. Ah, c'est gentil. Parce que c'est la première fois que je teste un compresseur avec un seul réglage et qui marche. Donc. Lazy Comp en troisième. Kili, Boss, Lazy Comp. Ah, et puis après, on va finir. Non, Darkglass. Est-ce qu'il y en a un là-dedans vraiment que tu veux pas? Ouais, le Karl Martin, franchement, je vois pas comment je pourrais l'utiliser. Voilà. Désolé. Je pense que ça doit très très bien marcher sur la guitare, mais à la basse. Ouais, à la guitare ça marchait bien. Je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Ouais, je comprends. Donc, et puis après. Et après, ouais, en fait, t'hésitais déjà entre le Kili et le Boss. Ouais, ex-aequo, je mettrais le Signal Chain et le Kili pour finir. D'accord. Tu vois. Donc vraiment, ouais, Darkglass, Boss, Lazy Comp et puis ex-aequo les deux derniers. Ok. Voilà. Bon, on va voir si à l'aveugle ça restera comme ça. Ya. Ok. Aïe. J'ai déjà tout oublié. Tes oreilles, ça va? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va le faire. T'as déjà tout oublié, bah tout va bien. Allez. Ok. Ça, je dirais que c'est le Signal Chain. Non. Ok. C'était le Hyperluminal. Ok. Bah, similaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Le Kili? Non. Le Boss? Non, c'était la Lazy Comp. Oh là 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 là. Aïe. Catastrophe. Allez, on continue.
Ça, c'est soit la... Ça, c'est la bosse. Yes, bravo. On peut, enfin, applaudissez chez vous, mais voilà, ouais. Franchement, ouais. Ok. Bien, ouais. Ça, c'est la Kili, ça. Non. C'est la Karl Martin. C'était la Signation. Encore? Encore ça, encore. C'est la première fois qu'on la met. Ah bon? Oui. Tu as pas mis au début? Non, au début, c'était la Hyperluminale. Ah oui, j'avais confondu avec la Signal Chain, c'est vrai. Bon, alors, reste combien, là? Du coup, il reste la Kili et la Karl Martin, c'est ça? Exactement. Ouais. Allez, c'est parti. Si je me gourre là-dessus, je suis mal. Je me rappelle plus comment j'avais réglé la Kili, là ça écrase beaucoup. Ouais, la Karl Martin. Yes. Ouais. Bon, bien, ouais. Et du coup, bah, je vais faire juste réécouter pour que tu me redonnes ton classement à l'aveugle. Ouais. Si t'as... Donc là, je dois te redonner un classement, c'est ça? Est-ce que tu as senti une différence en les réécoutant comme ça, tu vois? Parce que finalement, t'as pas reconnu ta Dark Glass quand même. Hein. Ouais, bah, comme je te dis, pour moi, la Dark Glass et la Signal Chain sont assez proches dans le concept. Après, je pensais les avoir réglés assez différemment, mais apparemment pas. Pas assez, ouais. Parce que la Signal Chain, je crois que c'est un fait. C'est pour ça. Ok. C'est pour ça. Tu peux enlever ton bandeau, hein. T'inquiète pas. Oh, le bisutage palme, tu me l'as dit. Ouais, là, les compresseurs, c'est vrai que c'est pas facile. Celui-là, il était violent, ouais. Non, mais en fait, tu restes quand même sur tes positions, mais c'est que là, à l'aveugle, c'est chaud des compresseurs, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est une histoire de grains et de... Ouais. Je pense qu'il faut y passer du temps, tu vois, pour bien régler différemment. Pour vraiment entendre comment chaque pédale sonne. En faisant mes réglages vite fait, là, j'avais vraiment entendu que la Karl Martin, elle booste un peu les aigus, je crois. La Lazy Comp, c'est plus dans les médiums que ça va ressortir. Ah, c'est pas facile, hein. Là où les deux autres, celle-là, elle a un grain, une petite saturation qui est pas inintéressante. Enfin, la Kili et la Boss qui sont assez proches. Ouais. Donc voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, j'avoue. Ouais. J'aurais pas aimé être à ta place. Ouais, non, c'était... Mais c'était cool. J'ai sué dans mon foulard. De toute façon, s'ils ont joué le jeu, ou s'ils vont le faire après, bah, ils se remettent la vidéo à l'aveugle aussi. Et ils essaient. Mais bon, ils ont pas la sensation de jeu, c'est quand même pas facile. Ouais, au niveau du son, c'est juste avec le son, c'est compliqué. Et bon, pour se quitter en beauté, en tout cas, bon, j'espère que cet épisode vous a bien plu. Enfin, moi, je me suis bien amusé à te voir galérer. Mais voilà, pour se quitter en beauté, on va se faire un toutes les pédales. Ouais. Et avec des compresseurs, je sais pas ce que ça va donner. Caca. Toutes les